spécifique. J'étais en train de noter les questions. Je crois que voilà, c'est sur la réforme ce que je peux dire pour le moment. Il faut continuer à oser aller vers cette réforme, mais sans précipitation et prendre le temps qu'il faut pour que l'inclusion soit une réalité, l'équité également. Et je pense que tout le monde doit être d'accord sur le fait que le Conseil doit s'ouvrir. Maintenant, comment, c'est toute la problématique. Je vous remercie. Thank you. I now give the floor to the speaker. Merci. La Suède a la parole, au nom de la Suisse aussi, et puis une autre organisation de la société civile. La présidente, Monsieur le Président Macky Sall, I had the honor to... J'ai l'honneur de poser 4 questions au nom de la Suisse et de la Suède. Mon pays. La charte de l'ONU insiste sur l'indépendance du secrétaire général qui doit résister aux pressions des États membres puissants, surtout des membres permanents du Conseil de sécurité. Même si la position du secrétaire général dépend de leur soutien. Comment répondrez-vous si un membre permanent du Conseil de sécurité met en péril les principes de l'ONU et enfreint le droit international? Pourriez-vous décrire une situation où vous vous opposerez publiquement à une grande puissance et quelles conséquences serez-vous capable d'accepter? Ensuite, quelles modifications spécifiques seraient prioritaires pour que le système de l'ONU soit plus coordonné, responsable et plus responsable en termes de ressources, notamment pour renforcer le système des commandeurs résidents et pour permettre une sélection de personnes compétentes en dehors du système de l'ONU. Troisièmement, quelle est votre vision pour l'avenir des opérations de paix à l'ONU? Comment allez-vous jongler avec les contraintes financières, assurer la sûreté et l'efficacité des missions et garantir que le maintien de la paix demeure un outil multilatéral crédible dans un environnement de conflit? Et enfin, quatrièmement, nous sommes vivement préoccupés par la levée de bouclier contre les droits des femmes et des jeunes filles, notamment les droits et la santé reproductive et sexuelle, et aussi dans le cadre de l'agenda Femmes et Paix et Sécurité. Quelles mesures concrètes allez-vous prendre pour promouvoir l'égalité femmes-hommes pour lutter contre ces régressions? Je vous remercie. Je remercie le représentant de la Suède au nom de la Suisse et de la Suède, M. Sack. Merci beaucoup, je représentant de la Suisse et de la Suède. Je suis désolé pour le représentant de l'Allemagne, je n'ai pas pu revenir sur la réforme, les mesures concrètes, mais je vais essayer de l'inclure dans cette réponse. D'abord, pour ce qui concerne le droit international, si un membre permanent du Conseil de sécurité arrivait à violer le droit international, mon rôle en tant que secrétaire général, c'est d'attirer son attention, d'abord de façon appropriée, diplomatique. Et si c'est une violation qui est flagrante, cette mise en garde sera publique. Publiquement, on va l'exprimer et appeler à modifier cette situation. Maintenant, le reste, vous le savez mieux que moi, c'est le travail au niveau du Conseil et de l'Assemblée générale. Encore une fois, l'ONU, c'est l'organisation des Nations Unies. Ce sont les États. Le secrétaire général, il a une position morale à défendre, basée sur le principe de la charte, qu'il devra exercer sans faiblesse coupable, je vous l'ai dit, et j'entendrai en tout cas exercer ce droit, ce devoir, j'allais dire, d'information et de discussion avec le membre qui serait dans cette situation. Pour ce qui concerne la vision sur les opérations de maintien de la paix, je crois que c'est un débat global. Tout le monde s'accorde sur la pertinence de maintenir ces opérations. Parce que sans leur maintien, on peut imaginer ce que va devenir, ce que deviendra en tout cas les conflits frontaliers dans toutes ces zones qui ont aujourd'hui, qui hébergent des forces, des casques bleus des Nations Unies ou des missions politiques. Maintenant, la question, elle est devant nous. Les financements baissent. Entre l'année dernière et cette année, le budget est passé de près de 7 milliards à moins, à presque 5 milliards et quelques pour l'opération de maintien de la paix. Il y a des zones où il faut faire appel au chapitre 7, et nous savons que ce n'est pas facile de faire appel au chapitre 7. Donc cette réflexion aussi, je crois, elle sera au cœur de nos réflexions communes pour voir comment maintenir
en tout cas la présence des casques bleus partout où le besoin sera, tout en s'appuyant aussi sur les organisations régionales, tout en travaillant sur l'architecture de paix internationale et tout en invitant les pays contributeurs et qui financent en particulier ces opérations, peut-être élargir ce cercle et les amener à s'impliquer davantage. Pour la réforme, je vous ai dit, les premières actions seront de montrer ce que l'organisation peut faire en termes d'élimination de duplication. Et Dieu sait qu'il y a des choses qui peuvent être faites, parce que parfois il y a des organisations qui se chevauchent. Donc il faudra oser, en tout cas ce sera proposé aux États membres pour une rationalisation et une plus grande efficacité de l'action du secrétariat, mais aussi de tous les organes qui dépendent de l'ONU. Et avec les États, on verra jusqu'où on est prêt à aller dans la réforme. Je vous remercie. Thank you. Merci. Je donne la parole à l'organisation suivante de la société civile du Mexique. Le représentant n'est pas dans la salle à cause de circonstances malheureuses et donc sa déclaration sera lue au nom de l'organisation à nouveau. Je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Au nom de l'organisation, je vais donner lecture de la question suivante. Quel changement souhaitez-vous faire advenir pour renforcer le mécanisme de promotion et de collaboration avec la société civile en se concentrant sur les questions relatives aux jeunes en particulier? Je vous remercie. Merci, M. Sall. Thank you very much. Merci beaucoup. Occupe la majorité de la population mondiale. Même si dans les pays industrialisés, nous avons une pyramide des âges inversés. Quand vous voyez aujourd'hui, que ce soit en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, la population, elle est très jeune. Et donc, toutes les politiques de développement devront tenir compte de cette réalité. J'ai lancé pendant mes années de gouvernance au Sénégal une sorte de banque pour les jeunes, puisqu'il fallait développer l'entrepreneuriat, étant entendu que l'emploi salarial ne peut pas être une réponse à la demande massive d'emploi, presque tous les pays. Si vous avez une population moyenne en Afrique de 19 ans, où l'âge médian est de 19 ans, vous voyez les difficultés que cela pose pour les États. Donc, avoir des politiques de développement qui intègrent non seulement la formation, et dans la formation, on a l'éducation, mais on a surtout la formation professionnelle et les nouveaux métiers liés au digital. Cela doit permettre de développer des activités qui vont mettre à la disposition des jeunes des ressources leur permettant de faire de l'entrepreneuriat. Et en ce qui concerne maintenant l'organisation elle-même, on a déjà des mécanismes avec le Conseil économique et social, on a des dispositifs qui sont sur place pour le leadership des jeunes. Je crois que cela va être renforcé avec la société civile, mais plus généralement, je crois que la problématique de l'emploi des jeunes dans le monde doit nous occuper parce qu'elle est liée à la problématique de la migration et elle est liée aussi à la problématique même du terrorisme, parce qu'il faut lutter contre ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de radicalisation, parce que les jeunes chômeurs sont naturellement des proies faciles pour les terroristes, donc c'est une problématique globale. Et pour revenir à la question antérieure, je voudrais rappeler donc le G4, il y avait bien entendu le Japon, l'Allemagne, le Brésil et l'Inde. Donc je voulais juste corriger, parce que tout à l'heure, je n'ai pas pu donner la liste complète. Voilà, Madame la Présidente, je vous redonne la parole. I now give the floor to the distinguished representative of Finland. La Finlande, au nom de la Jordanie, puis l'Australie et la Malaisie. Les premiers États à titre national. Merci beaucoup Madame la Présidente, merci Monsieur Sall d'avoir présenté votre vision ici et d'avoir fait part de vos réflexions
La Jordanie et la Finlande ont l'honneur d'être les coprésidents du groupe de la jeunesse, la paix et la sécurité. Les jeunes peuvent être un élément clé de la paix et de la résilience au niveau mondial. En tant que coprésidente et coprésident, nous travaillons étroitement avec des jeunes faiseurs et faiseuses de paix, des réseaux, pour nous assurer que leurs perspectives alimentent les débats à l'ONU. Et la question que je vais vous poser est au nom des jeunes faiseurs et faiseuses de paix. Si vous étiez élu, comment utiliseriez-vous votre rôle pour promouvoir l'agenda Jeunes et Paix et Sécurité, comme il se doit? Avez-vous peut-être un exemple concret à nous donner? Merci beaucoup. Je remercie la représentante de la Finlande au nom de la Jordanie. Je vous en prie, monsieur Sall. Merci beaucoup, madame la représentante de la Finlande et de la Jordanie. Je salue l'action conjointe de vos deux pays pour mettre en place le réseau de la jeunesse en faveur de la paix et de la sécurité. Promouvoir l'agenda de la paix et de la sécurité, c'est en effet intégrer une dimension jeunesse et même une dimension femme, parce qu'il y a aussi le rôle des femmes sur la paix. Et en Afrique en particulier, on voit beaucoup l'intervention des femmes, surtout de la société civile, dans la résolution des conflits et dans la prévention. Je crois que de la même façon, pour les jeunes, il faut encourager cet agenda, d'autant plus que dans beaucoup de conflits, on voit des jeunes, des enfants soldats, comme on le dit, parce que très tôt, ce sont des victimes faciles pour le recrutement, pour la radicalisation. Donc tout ce qui pourra être fait pour, en tout cas, apporter une réflexion dynamique le sera en faveur de la jeunesse. Et je serai très heureux de pouvoir collaborer avec vos deux pays pour que cet agenda soit partagé et que ensemble nous puissions apporter des réponses positives qui pourront être proposées à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité. Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of... Je remercie la Finlande, l'Australie au nom des Cairns, de la Nouvelle-Zélande, pardon. Madame la Présidente, Excellence, Monsieur Sall, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de votre temps aujourd'hui. Étant donné le contexte, la capacité de l'ONU à s'acquitter de son mandat se base sur la crédibilité institutionnelle de ses capacités. Et il faut pour cela aussi leadership basé sur le principe et la capacité de déployer les bons offices du secrétaire général avec un courage politique. Il faut que l'ONU défende les trois piliers de son travail et traduise les avertissements précoces en des mesures rapides. Il faut aussi de l'expérience, une gestion éthique et des mandats réalistes adaptés aux objectifs efficients qui peuvent être mis en œuvre. Et donc j'ai une question au nom de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, mon pays. L'Autriche voudrait aussi une réponse. Selon vous, l'ONU 80 permet-elle de mettre en concordance les autorités et les finances pour que l'ONU arrive à des résultats dans le contexte de ces trois piliers? Et comment utiliseriez-vous l'initiative ONU 80 pour des plus efficaces? Je vous remercie. Je remercie la représentante de l'Australie, qui s'est aussi exprimée de la Nouvelle-Zélande, M. Sall. Madame la représentante de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande, vous avez évoqué la problématique du déploiement de bons offices. Je crois en avoir parlé dans mon propos liminaire. Il faudra développer une diplomatie préventive, renforcer une action forte pour la médiation et donc la prévention contre les conflits. Et dans ce cadre-là, bien sûr, avec la réforme ONU 80, nous pourrons insister sur certains secteurs où des renforcements seront nécessaires, notamment le développement de ces missions de bons offices, mais également de toute cette activité préventive. L'ONU 80, je crois que a été lancé lors de l'anniversaire du 80e anniversaire de l'ONU. J'ai déjà regardé de près les mesures qui ont été préconisées.
Je pense qu'il y a des efforts à faire dans l'immédiat. Il y a d'autres efforts qui nécessiteront des validations avec les États membres. Puisque, encore une fois, si nous voulons réduire, par exemple, les structures, ou tout au moins faire une fusion de structures, il faut que les États membres soient d'accord. Mais il est clair qu'il y a des choses qui peuvent être optimisées. Moi, je parlais d'optimisation, tantôt je pensais à cela. Éviter les mandats qui se chevauchent, éviter les missions qui se superposent. Donc ça, c'est ce que l'organisation peut faire assez rapidement. Maintenant, pour aller plus loin, évidemment, il faut que ce travail, cette réforme soit partagée avec les États membres. C'est ça qui donnera une réforme durable et une réforme qui engagera tout le monde. Et c'est comme cela seulement que nous pourrons mobiliser maintenant l'ensemble des ressources qui doivent venir des cotisations statutaires et qui doivent venir également des contributions volontaires des États. Évidemment, la réforme ne doit pas tuer les piliers de la mission de l'ONU. Ces piliers, on l'a dit et rappelé, c'est la paix et la sécurité, ce sont les droits humains et c'est le développement. Donc, ces trois doivent aller ensemble. Et dans la paix et la sécurité, toute la problématique du maintien de l'ordre est posée. Donc, nous avons du travail devant nous, si en tout cas vous me faites confiance, avec les missions permanentes, avec les États, sur tous ces sujets, pour que nous puissions sortir avec des solutions qui vont guider l'action de l'ONU pour les prochaines 5 années à venir. Voilà ce que je voulais dire sur cette question. Thank you. Merci. Bien, nous en avons terminé avec la liste des orateurs représentant des groupes. Nous allons avoir maintenant les États membres intervenant à titre national. Je vous rappelle que vos interventions ne doivent pas durer plus de 2 minutes si vous exprimez au nom de votre pays. Et je voudrais également vous rappeler, Monsieur Sall, que vous êtes invité à ne pas dépasser 2 minutes non plus, pour que nous puissions écouter autant d'États membres que possible. Nous allons commencer par la Malaisie, puis la Côte d'Ivoire, et ensuite une organisation de la société civile. La Malaisie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci de me donner l'occasion de discuter avec le candidat, Monsieur Macky Sall. Merci de prendre le temps de répondre à la question de la Malaisie. Merci de votre participation. Un des outils les plus importants à la disposition du secrétaire général, c'est